Ma sœur chérie a reçu tout l'héritage de mes parents parce qu'elle était l'enfant miracle. Maintenant, cette même enfant miracle les a jetés dehors et a vendu leur maison pour aller vivre à New York. Mais quand elle n'a pas su gérer ses dépenses, elle est revenue en exigeant que je lui donne ma maison, parce qu'elle pense qu'elle le mérite. Depuis que je suis petit, j'ai toujours senti qu'il y avait une différence dans ma maison. Ce n'était jamais dit clairement, mais on le sentait dans chaque geste, chaque décision, chaque silence de mes parents. J'ai grandi en sachant que je n'étais pas le préféré. Pas parce qu'ils me traitaient mal, ni parce qu'ils me laissaient sans nourriture ou sans vêtements. Mais parce que tout, absolument tout, était fait en pensant à quelqu'un d'autre. Ma sœur Émilie. L'enfant miracle. La précieuse petite fille qui est venue compléter la famille après une série de pertes que ma mère a vécues comme des punitions envoyées par Dieu. Émilie est née prématurée, contre toute attente, et elle a survécu après avoir passé des semaines branchée à des machines, entourée de médecins, de prières et de promesses de tout changer si elle s'en sortait. Et elle s'en est sortie. Alors, depuis ce jour-là, son existence est devenue une sorte d'autel sacré que nous devions tous protéger, admirer et entretenir. Comme si le simple fait de respirer à côté d'elle était un privilège qu'on ne devait jamais remettre en question. Pendant ce temps, moi, je faisais mes devoirs tout seul pour ne pas déranger. Quand j'avais de la fièvre, je ne disais rien. Je comprenais que sa fête d'anniversaire avait besoin de châteaux gonflables, d'une maquilleuse et d'un spectacle de magie. Et que la mienne pouvait se contenter d'une pizza surgelée et d'une bougie tordue. Émilie recevait absolument tout ce qu'elle demandait. Si elle pleurait, la solution arrivait tout de suite. Si quelque chose se cassait, ce n'était jamais sa faute. Si elle voulait quelque chose, mon père disait qu'elle l'avait mérité, parce qu'elle avait beaucoup souffert. Une fois, à 12 ans, j'ai demandé un vieux vélo que j'avais vu au marché aux puces de l'église. On m'a dit qu'il fallait économiser. 3 semaines plus tard, Émilie a eu un nouvel iPad, parce qu'elle l'avait mérité grâce à ses bonnes notes. Alors que moi, j'avais depuis des années un vieux téléphone qui s'éteignait dès que j'appelais plus de 2 fois d'affilée. Et les années ont passé comme ça. Une accumulation de petites blessures qu'on avale, parce que c'est comme ça. Parce que dans une maison comme la mienne, se plaindre de ces choses, c'était être jaloux. À 18 ans, je suis parti étudier dans un autre état. Pas parce que je voulais fuir, mais parce que j'avais besoin d'apprendre à respirer par moi-même. Et c'était la meilleure décision que j'ai prise. J'ai galéré avec un boulot à mi-temps en étudiant. J'ai dormi sur des canapés de copains. J'ai partagé une chambre avec des types qui sentaient la sueur et les chips. J'ai sauté des repas. Et j'ai appris à bien compter pour que l'argent suffise. À 26 ans, j'ai réussi à acheter une petite maison. Une de celles avec de vieilles fondations et une salle de bain qui grince quand tu prends une douche. Mais c'était ma maison. Ça m'a pris des années de sueur, d'appels gênants à la banque, de paperasse sans fin et de sacrifices pour y arriver. Elle n'était ni grande ni luxueuse, mais elle avait une entrée qui donnait sur une cuisine lumineuse. Et surtout, j'avais une clé sur mon porte-clés qui n'appartenait à personne d'autre. Pendant que je vivais comme ça, Émilie était devenue une pub vivante du privilège. Mes parents lui ont payé des études privées à New York. Ils lui ont loué un loft. Ils lui ont offert une voiture électrique, parce qu'elle est plus sensible à l'environnement. Et quand elle a dit qu'elle voulait tout quitter pour devenir influenceuse, ma mère m'a appelé presque en larmes d'émotion. Elle disait qu'Émilie était née pour inspirer le monde. J'ai raccroché sans rien dire. Je n'avais plus l'énergie pour discuter de ce genre d'idiotie. Dans son monde de filtres et de jus de tox, Émilie commençait à avoir des milliers d'abonnés. Des marques la payaient pour lui envoyer des colis qu'elle montrait comme si c'était de l'or. Et elle disait dans ses stories qu'elle était une fille simple qui avait réussi toute seule. Toute seule. Comme si elle n'avait pas eu ses parents pour payer son loyer, ses prêts étudiants, ses soins de beauté et toutes ses opportunités. Pendant ce temps, moi je mangeais du riz avec des œufs 3 fois par semaine pour pouvoir payer l'assurance de ma voiture. Quand nos parents ont vendu la maison familiale pour aller dans une résidence pour retraités en Floride. Je n'ai rien su jusqu'à ce que la vente soit faite. Un jour, ma mère m'a appelé pour me dire que je n'avais plus besoin de venir tondre la pelouse le dimanche, parce qu'il y avait un nouveau propriétaire. C'est comme ça que j'ai appris que la maison où on avait grandi avait été vendue, sans me demander mon avis. Elle a dit qu'il ne voulait pas me mettre la pression. Et qu'Émilie s'était occupée de tout parce qu'elle avait plus de goût pour choisir les acheteurs. Quand je leur ai demandé ce qu'ils avaient fait de l'argent, mon père m'a dit qu'une partie avait servi pour payer leur logement à la résidence. Et que le reste avait été donné à Émilie, parce qu'elle avait des projets d'avenir, et en avait plus besoin que moi. Je n'exagère pas. Ce sont ses mots exacts. Il a dit que je n'en avais pas besoin, parce que comme toujours, ils étaient certains que je m'en sortirais. Que moi, je savais comment survivre. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien réclamé. À ce moment-là,
J'avais déjà tellement de fois encaissé ce rôle de plan B que je savais l'avaler sans nauser. Je leur ai souhaité bonne chance et j'ai raccroché. Je me suis concentré sur mon travail. J'ai continué à payer ma maison, à vivre sans rien devoir à personne. Jusqu'au jour où, sans prévenir, sans message, sans aucun signe, Émilie s'est pointée devant ma porte avec 3 valises, un sac de créateur, et un air qui disait « Tu me dois tout ». Elle a dit qu'elle venait passer quelques semaines. Que son appart à Brooklyn était un vol. Que la ville était un piège. Que la vie là-bas était faite pour ceux qui avaient 3 salaires fixes, ou une grosse héritage. Elle me disait ça comme si ce n'était pas elle qui avait tout vendu pour aller vivre là-bas. Comme si elle n'avait pas passé des années à se vanter qu'elle était une femme du monde. Et le pire, c'était sa manière de dire que cette maison, ma maison, appartenait à tout le monde. Et que comme je n'avais ni femme ni enfant, je n'avais pas besoin d'autant de place. Et sans compte, elle a ajouté que la famille avait toujours pensé que, tôt ou tard, je finirais par la vendre pour quelque chose plus à ma taille. C'est là que j'ai compris, il n'y avait pas de limite. Pour elle, pour mes parents, pour cette idée de famille autour d'Émilie. Moi, je n'étais que le tiroir où on range les vieilleries. Le filet qui rattrape les autres. Le gars qui ne se plaint jamais et qui peut donc tout supporter. Mais ce jour-là, je me suis promis que cette histoire ne finirait pas comme les autres. Cette fois, je n'allais pas me taire. Je n'allais pas avaler l'humiliation en faisant comme si de rien n'était. Cette fois, je n'allais pas me taire. Je n'allais pas avaler l'humiliation en faisant comme si de rien n'était. Cette fois, pour la première fois de ma vie, j'allais jouer selon ces règles. Et leur prouver que je ne suis pas le frère de secours. Cette fois, s'ils voulaient la guerre, ils allaient la voir. Mise à jour 1. Une semaine est passée sans que je n'ai de nouvelles, et honnêtement, j'ai cru qu'elle avait compris le message. Je me suis mis à espérer naïvement qu'après toutes ces années de privilèges et de décisions absurdes, Émilie avait enfin rencontré la vraie vie. Et qu'elle apprenait à se débrouiller toute seule. Mais comme toujours dans cette histoire, cette paix n'a pas duré. Un samedi matin, juste au moment où j'allais m'asseoir pour prendre un petit déjeuner tranquille pour la première fois de la semaine, j'ai entendu la sonnette. Quand je me suis approché de la fenêtre et que j'ai vu la voiture garée devant, j'ai su tout de suite que quelque chose n'allait pas. Pas parce qu'Émilie était là, mais parce que cette fois, elle n'était pas venue seule. Elle était accompagnée de nos parents, un de chaque côté, comme si c'était ses avocats personnels. Habillés avec leurs vêtements du dimanche, ceux que ma mère ne mettait que pour faire bonne impression. Rien qu'en ouvrant la porte, j'ai su qu'ils n'étaient pas venus pour une visite tranquille. Ils étaient venus en mission. Mon père a parlé le premier, avec ce ton qu'il utilisait pour avoir l'air raisonnable, mais qui sonnait toujours condescendant. Il a dit qu'il savait que tout ça était un malentendu, que Émilie s'était sentie rejetée, et que comme famille, on devait essayer de soigner les blessures avant qu'elles ne deviennent trop grandes. Ma mère l'a interrompu avec sa voix tremblante, celle qu'elle avait perfectionnée au fil des années, surtout quand il s'agissait d'Émilie. Elle m'a balancé sans détour que sa fille traversait un moment extrêmement difficile, qu'elle avait été victime d'une arnaque immobilière sans contrat légal, et que ses dettes commençaient à les affecter, eux aussi. Quand j'ai demandé ce qu'elle entendait par « les affecter », elle a baissé les yeux. C'est Émilie qui a répondu, avec un ton dramatique digne d'une actrice d'un théâtre de quartier. Elle a dit qu'elle avait dû utiliser une carte bancaire supplémentaire au nom de maman, juste pour quelques mois, pour payer quelques dépenses pendant qu'elle attendait qu'un contrat de collaboration lui verse de l'argent. Selon elle, c'était temporaire, sans mauvaise intention, juste un malentendu bancaire qui avait été exagéré. C'est là que j'ai remarqué que les mains de ma mère tremblaient. Ce n'était pas juste à cause de la honte. C'était parce qu'elle savait ce qui allait venir. Mais ce que mes parents ne savaient pas, c'est que moi, j'étais déjà au courant. Un ami à moi, qui travaille dans une coopérative de crédit local, m'avait averti il y a quelques semaines. Il m'avait dit qu'il y avait des mouvements étranges sur le dossier bancaire de ma mère. Sans dire que je suspectais Émilie, je lui ai demandé de me montrer certains relevés. Et effectivement, il y avait des dépenses absurdes. Des achats de vêtements de luxe, de compléments alimentaires, de billets d'avion, de réservations d'hôtels. Même un virement vers un compte à New York au nom de ma sœur comme bénéficiaire. À ce moment-là, je n'avais rien dit. Je voulais d'abord avoir des preuves claires avant de l'affronter. Et maintenant, je les avais. Je me suis levé sans parler, je suis allé à mon bureau, j'ai pris le dossier où je garde tout, et je l'ai posé sur la table de la salle à manger. J'ai ouvert chaque feuille une à une et je l'ai glissée devant ma mère. Je lui ai demandé de regarder les montants, les dates, les lieux. Je lui ai montré les retraits en liquide qui correspondaient au jour où Émilie avait posté des stories en voyage à Palm Springs. Ma mère n'a pas pu me regarder dans les yeux. Mon père a croisé les bras, l'air clairement trahi, pas par moi, mais par sa fille Miracle. Émilie s'est levée brusquement, a frappé la chaise,
et a dit que c'était une invasion de sa vie privée. Que je n'avais pas le droit d'espionner ses affaires personnelles. Que j'étais un fou qui se prenait pour un héros. Mais cette fois, elle n'avait personne de son côté. Mes parents restaient silencieux. Et le pire, c'est que ce n'était pas un silence de colère. C'était un silence de honte. Le genre de silence qu'on a quand on réalise enfin qu'on a élevé une personne qu'on ne reconnaît plus. Je lui ai dit de partir. Je ne lui ai pas crié dessus. Je ne lui ai pas claqué la porte au nez. Je suis juste resté là, debout, à la regarder pendant qu'elle ramassait ses affaires comme elle pouvait. Elle est partie sans même s'excuser. En sortant, elle a lâché une dernière phrase. Une phrase qui m'a confirmé que cette histoire n'était pas finie. Un jour, tu comprendras que cette maison n'a jamais été à toi. J'ai fermé la porte sans répondre. Ma mère est restée un moment dans le salon, essayant de trouver les mots qu'elle n'avait jamais osé me dire. Finalement, elle a murmuré à peine audiblement qu'il ne savait pas comment ils avaient pu laisser Émilie devenir ce qu'elle était devenue. Mon père, qui ne parlait pas beaucoup, a juste dit qu'il espérait que ça n'aille pas plus loin. Je les ai laissés rester déjeuner. Je leur ai servi à manger en silence. Et je n'ai pas voulu reparler du sujet. Mais dans ma tête, tout était déjà décidé. Si Émilie pensait que tout allait se régler avec encore un peu de chantage émotionnel, elle allait découvrir que moi, je ne me laissais plus manipuler. Cette fois, je n'allais pas reculer. Cette fois, c'était sans retour. Mise à jour 2. Il s'était passé un peu plus de 3 semaines depuis cette dernière visite. Quand le facteur a laissé une enveloppe jaune dans ma boîte aux lettres, avec mon nom écrit à la main. Sans expéditeur indiqué, mais avec une écriture qui m'a semblé affreusement familière dès le premier regard. En l'ouvrant, j'ai trouvé ce qui semblait être un contrat improvisé. Un genre de document de médiation, rédigé juste assez sérieusement pour avoir l'air professionnel. Mais tellement mal structuré qu'aucun étudiant en première année de droit ne l'aurait pris au sérieux. Il disait que moi, en tant que membre le plus âgé du noyau familial et sans enfant, je m'engageais à céder ma maison à ma sœur Émilie. En échange d'une promesse informelle, de compensation morale et d'une future compensation financière par nos parents communs. Tout ça écrit comme si on était dans une fichue série télé. Avec des phrases grandiloquentes, mais sans aucune valeur légale. Et surtout, ça montrait clairement ce qu'elle pensait encore. Que cette maison n'était pas vraiment à moi. Que ce n'était qu'un prêt temporaire que je devais rendre, quand elle en aurait besoin. Avec ce pseudo-contrat, il y avait aussi une note personnelle, écrite à la main par Émilie. Elle essayait d'y paraître gentille, mais elle n'arrivait pas à cacher son ton passif-agressif habituel. Elle disait qu'elle comprenait que les temps avaient été durs pour moi. Qu'elle savait que j'étais un homme fier et solitaire. Mais que je devais apprendre à partager avec la famille. Dans la même lettre, elle m'annonçait que si je ne signais pas l'accord, elle raconterait au reste de la famille et à tout le voisinage que j'étais un égoïste. Que je refusais d'aider mes propres parents à un moment critique. C'était, très clairement, une tentative de chantage émotionnel. Mal déguisée en tentative de réconciliation familiale. Comme si elle ne savait pas que moi, j'avais déjà supporté des années de manipulation comme ça. Et que cette fois, je n'allais pas avaler une seule de ces phrases sans la recracher pleine de colère. Ce qu'Émilie ignorait, c'est que depuis le dernier incident, j'avais commencé à tout documenter. Chaque appel, chaque visite, chaque tentative d'approche. J'avais tout enregistré, audio, capture d'écran, email, témoin. La première chose que j'ai faite, ça a été d'appeler mon avocat. Pas pour lui demander si je pouvais ignorer ce papier, ça, je le savais déjà. Mais pour lui demander jusqu'où je pouvais aller sans me mettre dans les ennuis. Je lui ai expliqué la lettre, la fraude avec la carte de ma mère, les menaces déguisées. Je lui ai envoyé tous les documents scannés, les audios que j'avais enregistrés. Et je lui ai demandé clairement quelles armes j'avais pour me défendre légalement. Avant qu'Émilie ne tente de monter d'un cran dans sa folie. Sa réponse a été directe. Il m'a conseillé de demander une ordonnance d'éloignement pour harcèlement et tentative de fraude familiale. Il a dit que ce n'était pas courant, mais qu'avec les preuves que j'avais, la justice allait me prendre au sérieux. Il m'a recommandé d'agir vite, avant qu'elle ne le fasse la première. Le même après-midi, j'ai déposé la demande au tribunal du comté. J'ai apporté des copies imprimées de tous les documents nécessaires. Et j'ai dû rester plus de 2 heures à parler avec une assistante sociale qui a pris mon témoignage, entre choc et pitié. Le plus dur n'a pas été de me rappeler les faits, mais de réussir à traduire en mots tout ce que j'avais vécu sans que ça ait l'air exagéré. Parce que quand on vit pendant des années avec de la manipulation subtile, du mépris déguisé en gentillesse, de la violence émotionnelle enrobée de politesse, c'est difficile de tout expliquer dans un langage qu'un juge peut comprendre. Mais je l'ai fait. Et à chaque phrase, je sentais des années de frustration sortir. À la fin,
l'assistante m'a regardé avec un visage calme. Elle m'a dit que je faisais ce qu'il fallait. Pas par vengeance, mais pour ma santé mentale. Elle a tout noté. Et elle m'a donné la date de l'audience préliminaire, dans 15 jours. Les jours qui ont suivi n'ont pas été tranquilles. Émilie ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à envoyer des messages à nos amis en commun. Elle disait que je m'étais totalement fermé, que je me comportais comme un étranger, qu'il fallait peut-être que je voie un psy. Certains, qui connaissaient déjà le vrai tableau, m'ont transféré ces messages sans commentaire. D'autres, les plus naïfs ou les plus idiots, m'ont écrit pour me demander si j'allais bien, si j'avais besoin de parler. Je les ai ignorés ou bloqués. Je n'avais plus d'énergie pour expliquer au monde que je n'étais pas le problème. Que j'avais juste arrêté de jouer le rôle du pilier silencieux qu'Émilie attendait de moi. Il y a même eu des commentaires indirects sur les réseaux. Des phrases comme « Parfois, le sang ne suffit pas pour qu'il y ait de l'amour » ou « Quand on donne tout, parfois il faut s'éloigner ». La poésie typique de ceux qui veulent se faire passer pour des victimes sans jamais dire la vérité. Mais le pire est arrivé 3 jours avant l'audience. Émilie est revenue chez moi. Cette fois, elle n'a même pas sonné. Elle s'est postée devant mon garage avec son téléphone à la main. Et elle faisait un live vidéo en direct. Elle racontait que certains frères préféraient l'argent à la famille. Que le système protégeait toujours les plus froids. J'ai compris ce qui se passait grâce aux notifications sur le groupe Facebook de la famille. Une de mes tantes avait commenté « Triste de voir ça ». Je suis sorti de la maison avec mon propre téléphone, déjà en mode enregistrement. Je l'ai pointé vers elle et je lui ai dit que j'avais une procédure judiciaire en cours. Et que tout ce qu'elle faisait maintenant serait utilisé comme preuve contre elle. Quand elle a vu que je la filmais aussi, elle a coupé son live et a crié que je n'avais pas le droit de lui parler comme ça. Qu'elle voulait juste arranger les choses. Je lui ai répondu, calmement, que si elle voulait vraiment arranger quelque chose, elle aurait dû commencer par rembourser ce qu'elle devait. Par s'excuser auprès de nos parents. Et par arrêter de jouer la victime, alors qu'en réalité, c'était une parasite professionnelle. Elle est partie les yeux pleins de rage, sans rien dire de plus. Elle savait qu'elle avait dépassé une limite. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette limite avait désormais des conséquences légales. Cette nuit-là, j'ai dormi avec les volets fermés, mon téléphone en mode silencieux, et une drôle de sensation dans la poitrine. Ce n'était ni de la peur, ni de la culpabilité. C'était une sorte de paix. Une paix froide, mais lucide. Parce que je savais que cette fois, je n'allais pas la laisser faire. Je n'allais plus jamais reculer. Et surtout, elle allait découvrir mes vraies limites. Et pour quelqu'un comme Émilie, le pire, c'était de comprendre qu'elle ne pouvait plus me manipuler. Parce que je ne la voyais plus comme ma sœur. Je la voyais comme ce qu'elle était vraiment, une menace. Et je n'allais plus jamais la laisser me bousiller la vie. Mise à jour 3. L'audience est arrivée plus vite que je ne l'imaginais. Mais même comme ça, je ne me sentais pas vraiment prêt. Peu importe combien tu te prépares mentalement. Peu importe combien tu répètes devant le miroir ou avec ton avocat comme si c'était une pièce de théâtre. Se lever dans un tribunal pour dire que ta propre sœur est devenue une menace émotionnelle, légale et financière, ce n'est jamais facile. Parce que ce n'est pas juste raconter ce qui s'est passé. C'est faire face à ce que ça signifie vraiment. Que ta famille était cassée depuis longtemps. Que personne n'a voulu le voir. Que tu as été élevé pour encaisser en silence. Et qu'aujourd'hui, enfin, tu dis stop. Le jour de l'audience au tribunal du comté, je me suis levé sans appétit. Avec un nœud dans le ventre que ni le café ni le pain grillé ne faisaient passer. J'ai mis la même chemise bleue que j'avais portée le jour où j'ai signé le prêt de ma maison. Comme si, quelque part, ça allait me rappeler pourquoi j'étais là. Quand je suis arrivé au tribunal, Émilie était déjà dans la salle d'attente. Elle était seule. Habillée en blanc, comme si elle sortait d'un catalogue de mariage civil. Et avec un maquillage qui essayait de la faire paraître vulnérable. Mais qui, en réalité, la faisait ressembler à une caricature d'elle-même. Aucune trace de nos parents. Aucun avocat non plus. Personne ne s'est assis à côté d'elle. Je ne sais pas si elle n'a trouvé personne pour la défendre, ou si elle a juste cru qu'elle pouvait manipuler le juge. Comme elle avait manipulé tout le monde jusqu'ici. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est redressée sur sa chaise et m'a regardé comme si j'étais l'agresseur. Comme si tout ce qui se passait était une horrible injustice contre elle. Mon avocat m'a fait signe de ne pas croiser son regard. Je me suis juste assis et j'ai attendu mon tour, en essayant de ne pas l'exploser chaque fois que j'entendais sa voix. Parce qu'elle parlait au personnel du tribunal comme si elle était une pauvre victime de violences domestiques. Quand on nous a appelés, la salle était presque vide. Il n'y avait que nous deux, le juge, un assistant pour les procès-verbaux et un agent de sécurité dans le coin. Le juge était un homme plus âgé,
de ceux qui ont tout vu dans leur carrière, et qui ne se laissent pas avoir par des larmes ni des sourires. Il a commencé par lire le résumé du dossier. Puis, il m'a donné la parole. Mon avocat avait déjà remis tous les documents, alors je n'ai eu qu'à expliquer les faits à voix haute. J'ai parlé calmement. Mais chaque mot pesait lourd, avec des années de silence accumulées. J'ai expliqué comment Émilie avait utilisé le nom de ma mère pour ouvrir des comptes. Comment elle avait essayé de me forcer avec un faux contrat. Comment elle était venue me harceler chez moi. Et même comment elle m'avait attaqué publiquement sur les réseaux. On a fait écouter les audios, dans lesquels on entendait clairement qu'elle insultait nos parents, et disait qu'elle me briserait émotionnellement jusqu'à ce que je cède. Le juge a simplement levé un sourcil, et a pris des notes. Quand c'est arrivé à son tour, le spectacle a commencé. Émilie a mis la main sur sa poitrine, comme dans un vieux feuilleton des années 90. Elle a commencé à pleurer, en disant que j'avais toujours été froid. Que depuis qu'on était enfant, je la méprisais. Qu'elle s'était sentie obligée de faire ce qu'elle avait fait, parce qu'elle n'avait jamais reçu de soutien de ma part. Elle a dit qu'elle était une jeune femme qui avait traversé des moments difficiles dans une ville cruelle. Et que son seul but avait été de se rapprocher de son frère pour reconstruire la famille. Ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas ce qu'elle disait. C'est comment elle le disait. Chaque mot était rempli d'une douceur fausse. Un ton tellement bien joué qu'il aurait pu tromper quelqu'un qui ne connaissait pas la vérité. Mais le juge, lui, connaissait la vérité. Il avait tous les documents. Les audios. Les emails. Il avait la réalité dans ses mains. Et à voir son visage, il en avait marre du cirque. Quand elle a fini son discours, il a gardé le silence pendant plusieurs secondes. Puis, il s'est penché en avant, a joint ses mains et a dit ceci. Qu'à ses yeux, il n'y avait aucun doute que le comportement d'Émilie avait dépassé les limites acceptables. Il a dit que ce qui l'inquiétait le plus, ce n'était pas l'argent, ni les comptes bancaires, ni même la tentative de vol de propriété. Mais le schéma répétitif de manipulation émotionnelle et de menaces déguisées. Tout ça étant clairement prouvé dans le dossier. Il a prononcé une ordonnance d'éloignement immédiate pour une durée de 12 mois, pouvant être prolongée à 18 mois si elle recommençait. Il a aussi ordonné que le dossier soit transmis au parquet local, pour évaluer s'il fallait ouvrir une enquête pour faux et fraude. Surtout à cause de l'usage abusif de l'identité de ma mère. Je me suis contenté d'acquiescer. Je n'ai pas ressenti de soulagement, ni de satisfaction, ni même cette idée de justice poétique qu'on imagine dans ce genre de scène. J'ai juste ressenti un vide profond. Comme si, enfin, on avait dit à voix haute ce que je savais depuis des années, mais que personne n'avait voulu admettre. Émilie est sortie de la salle comme si on lui avait tiré une balle dans le cœur. Elle n'a rien dit. Elle ne s'est pas retournée. Elle a juste marché en regardant le sol, pendant que son monde de mensonges s'écroulait un peu plus. Je suis resté un moment à parler avec mon avocat. Il m'a conseillé de garder mes distances. Et que si jamais elle me recontactait, je devais tout enregistrer immédiatement. Il m'a mis en garde. Les gens comme Émilie n'acceptent jamais une défaite sans revenir se battre. Et il avait raison. Dans le parking, pendant que je rangeais les papiers dans ma boîte à gants, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était elle. Elle avait écrit « Je t'ai. T'as toujours voulu être fils unique. » Je l'ai lu une seule fois. Sans répondre. Je l'ai laissé là, juste comme un rappel. Que la guerre n'était peut-être pas finie. Mais que cette fois, moi, j'avais les armes. Et elle n'avait plus d'endroit où se cacher. Mise à jour finale. 18 mois ont passé depuis cette audience. Je croyais que tout ça appartenait enfin au passé. Que le silence définitif d'Émilie voulait dire qu'elle avait enfin compris la leçon. Mais un dimanche matin, sans prévenir, tout s'est écroulé d'un seul coup. Il y avait un avis collé à ma porte. Un papier officiel, fixé avec du ruban adhésif. C'était un avis de saisie préventive, émis par une banque que je ne connaissais même pas, avec mon adresse écrite à la main, et une mise en garde disant qu'il existait un prêt non remboursé de plus de 25 000 $. Ce prêt était garanti, soi-disant, par ma maison. Je suis resté debout plusieurs minutes devant cette feuille. Comme si mon cerveau refusait de croire qu'après tout ce qui s'était passé, après une ordonnance d'éloignement, une plainte pour fraude, une enquête fédérale ouverte, Émilie avait encore osé faire quelque chose d'aussi grave. Mais elle l'avait fait. Et cette fois, ce n'était plus seulement illégal. C'était carrément criminel. J'ai passé toute la matinée au téléphone. Avec mon avocat. Avec le bureau du cadastre. Avec la banque qui avait soi-disant accordé le crédit. Avec mon assurance. Et chaque appel découvrait une nouvelle couche de folie. Émilie avait falsifié un document.
avec une fausse autorisation écrite de ma part. Elle avait imité ma signature, mal d'ailleurs, on aurait dit un gribouillage. Elle avait aussi modifié une copie du titre de propriété pour y faire figurer son nom comme copropriétaire. Le plus absurde, la banque avait validé le prêt sans vérifier correctement les documents. Ils avaient simplement cru que le titre de propriété joint suffisait comme garantie. Il a suffi d'un coup d'œil rapide de mon avocat pour découvrir que le document était rempli d'erreurs techniques, qu'il y avait des marques de retouches numériques, et même un nom de notaire qui n'existait pas. Mais même avec tout ça, la procédure de saisie était quand même en cours dans le système. Mon avocat, qui en avait marre autant que moi, s'est rendu dès le lundi matin au tribunal. Il a déposé une demande d'urgence. En 3 jours, il a obtenu du juge l'annulation immédiate de l'ordre de saisie, l'obligation pour la banque de corriger sa procédure, l'ouverture d'une nouvelle enquête pénale pour faux en écriture publique, fraude bancaire et usurpation d'identité. Émilie a été arrêtée le vendredi de la même semaine, à Philadelphie. Elle essayait d'ouvrir un compte bancaire sous une fausse identité, avec une carte d'identité temporaire qui ne correspondait pas à son numéro de sécurité sociale. Ils l'ont arrêtée sur place. Elle n'a pas résisté physiquement, en tout cas. Mais d'après le procureur, elle a commencé à débiter une longue liste d'excuses ridicules. Elle disait qu'elle voulait juste récupérer ce qui lui appartenait. Qu'elle pensait que la maison était, à elle, de droit émotionnel. Le niveau de délire était tel que le procureur a demandé une évaluation psychologique préliminaire. Pas pour l'aider, mais pour s'assurer qu'elle n'allait pas essayer de s'en servir comme excuse au procès. Quelques jours après son arrestation, j'ai reçu un appel inattendu de mes parents. Mais cette fois, ce n'était pas pour me demander d'excuser Émilie, ni pour me faire culpabiliser. Ils m'ont appelé pour demander de l'aide. Mais pas pour elle. Pour eux. Après des années à tout nier. Après avoir défendu leur fille, même quand elle était indéfendable. Mes parents étaient enfin face aux conséquences de leur choix. Ils avaient vendu leur appartement en Floride pour couvrir une partie des dettes qu'Émilie avait laissées à leur nom. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle avait aussi pris un prêt en ligne au nom de mon père. Et la banque avait commencé à prélever l'argent directement sur le compte retraite de mon père. Résultat, il n'avait plus de logement, plus de liquidités, et une montagne de lettres de relance. Pour la première fois de ma vie, ma mère a pleuré devant moi. Et ce n'était pas pour quelque chose qui arrivait à Émilie. C'était parce que Émilie leur avait fait du mal, à eux. Elle m'a dit, « Je ne sais pas qui on a élevé. Je ne comprends pas comment elle a pu devenir comme ça. » Je n'ai rien dit. Ce n'était pas la peine. Le mal était déjà fait. Je n'ai pas été cruel. Je ne les ai pas rejetés. Mais je ne leur ai pas non plus ouvert les bras sans condition. Je leur ai dit qu'ils pouvaient s'installer temporairement dans un petit appartement que je possède. Je leur ai dit que je paierais le loyer pour la première année. Et que je paierais un conseiller financier pour les aider à remettre un peu d'ordre. Mais j'ai été clair. Plus de sauvetage. Plus de prêts. Plus d'indulgence. Pas par vengeance. Mais parce qu'après tant d'années à fermer les yeux, il était temps qu'ils vivent avec des vraies limites. Ils ont accepté. Sans discuter. Je crois qu'ils ont compris que leur pouvoir sur moi avait disparu. Que le fils à qui ils demandaient toujours de comprendre, de céder, de supporter, était devenu un homme qui n'allait plus les sauver de leurs propres erreurs. Émilie a été condamnée à 18 mois de prison, sans réduction possible, et à une amende cumulative de plus de 20 000 $. Elle doit aussi rembourser ce qu'elle a volé au nom de mes parents. D'après ce que j'ai entendu, elle purge sa peine dans une prison du comté. Sans visite. Sans travail fixe dans le centre. Et sans le respect de personne. Il n'y a pas d'abonnés qui viennent te sauver quand tu portes une combinaison orange, que tu balaies les couloirs et que tu manges les 3 mêmes repas insipides que tout le monde. Ces comptes sur les réseaux sociaux ont été suspendus pour activités frauduleuses. Ces comptes bancaires ont été gelés par ordre du juge. Et c'est bien saisi, pour couvrir une petite partie de ce qu'elle doit. Moi, j'ai tout gardé. Chaque reçu. Chaque jugement. Chaque lettre avec le tampon du tribunal. Tout ce que personne ne voulait voir avant, mais qui prouve aujourd'hui que j'avais raison. Ma maison est toujours à moi. Chaque coin me rappelle que je ne suis pas arrivé là par chance. Mais parce que je me suis battu, que j'ai travaillé dur, et que j'ai appris à ne plus laisser personne me voler ce qui est à moi. Parfois, je m'assois dans mon salon. Mon chien dort à mes pieds. Et j'écoute le silence, sans personne derrière moi pour me surveiller ou attendre que j'échoue pour me voler ma place. Et là, je réalise. Ma plus grande vengeance. Ce n'est pas de l'avoir vu tomber.
c'est de l'avoir obligée à vivre avec les conséquences de ses actes. Sans excuse. Sans sauvetage. Sans famille pour la rattraper. Parce que, contrairement à elle, moi j'ai appris à être responsable. Et maintenant, elle apprend à coup dur, et dans le silence, ce qui arrive quand on passe sa vie à croire que le monde te doit quelque chose. Et le pire pour elle, c'est que plus personne ne l'écoute. Même pas ceux qui, un jour, l'avaient appelé l'enfant miracle.